Et hop, on est parti pour le point actu hardware du jour. Aujourd'hui, mercredi 10 mars 2021. Pas mal de choses au programme. On va commencer par parler piratage et cybersécurité. Première news sur des hackers qui ont piraté des dizaines de milliers de caméras de surveillance. Et parfois dans des lieux plutôt problématiques, voire sensibles. On va parler de ça. C'est assez malheureusement récurrent. Et ils sont pas allés chercher très très loin leur méthode pour pouvoir pirater. C'est aussi ça le problème. On continuera avec une autre news sur la cybersécurité et un nouvel hôpital français victime d'un ransomware. Ça commence à faire beaucoup, vraiment beaucoup. Il va falloir changer des choses pour que ça arrive moins. La sécurité à 100% n'existe pas, mais je pense qu'on peut faire mieux. Là, ça commence à être vraiment très problématique. Et au-delà des problèmes que peut subir une entreprise lors de ce genre d'attaque, un centre hospitalier, il y a la vie des gens qui est en jeu, donc c'est encore plus important d'avoir des réseaux sécurisés et des gens formés pour ne pas faire d'erreurs et moins souvent subir ce genre d'attaque. Là, ça commence à être bien trop récurrent. On parlera un peu ensuite de l'espace avec la Russie qui s'associe à la Chine dans la course à l'espace qui a l'air d'être plus ou moins relancée. Une nouvelle assez intéressante. Les Chinois veulent beaucoup. Les Américains ne les laisseront pas tout faire. Et nous, l'Europe, on ne sait pas trop où on se place. Donc il va falloir faire des choix. Mais il va falloir participer aussi, sinon on va être bien trop à la traîne. On continuera avec une petite news sur OVH. OVH qui a subi un incendie sur un de ses centres de données en France, à Strasbourg. Vrai gros incendie, on va en parler très vite. On n'a pas beaucoup plus d'informations, mais il y a eu beaucoup de services impactés. Aujourd'hui, ça a l'air d'être plus ou moins résolu grâce à leurs autres sites. Heureusement que c'est un gros groupe, sinon ça aurait pu être beaucoup plus problématique. Mais voilà, un drame, ça arrive malheureusement. Mais il n'y a pas eu de personnes blessées, donc ce n'est que matériel, on peut au moins se rassurer avec ça. On aura ensuite un article qui est intéressant, qui est issu du Monde, sur cette pénurie actuelle qu'on connaît bien sur les cartes graphiques, mais aussi sur les consoles nouvelle génération. Le patron de LDLC s'est prêté au jeu des questions-réponses sur cette pénurie. C'est intéressant, son point de vue est intéressant, n'oubliez pas que c'est le patron d'LDLC et qu'il a des intérêts dans ces histoires, donc il n'est pas du tout impartial, mais son point de vue est intéressant. On aura ensuite des petites news jeux vidéo avec 2 trailers de nouveaux jeux et un jeu qui devient partiellement gratuit sur la plateforme Steam. C'est un truc plutôt sympa, partiellement gratuit, ça permet de découvrir le jeu pour savoir si on veut investir ou pas de l'argent dessus par la suite. C'est le cas notamment sur Trackmania et je trouve que c'est, quand le studio peut se le permettre, c'est un bon moyen de faire connaître son jeu. On va reparler des SSD annoncés par Samsung cette semaine, où j'ai dit que ça ressemblait vachement à Intel, et bizarrement c'est les mêmes prix. C'est étrange ça. Donc voilà, Samsung qui s'aligne sur ce qu'a décidé de sortir Intel en termes de SSD plutôt performant mais pas toute dernière génération. C'est plutôt sympa, ça veut dire des prix bas pour nous, consommateurs, et bah, ça on prend. On continuera avec la présentation de 2 ventirad.
des systèmes de refroidissement plutôt petits, plus ou moins efficaces, mais plutôt intéressants. Ensuite, on parlera processeur avec les i7 et i9 11e génération. On a enfin toutes les infos. Alors, c'est de la fuite d'informations, mais c'est sûr à 95%. Donc, on peut les sortir telles quelles. Et on finira avec les cartes graphiques. Cartes graphiques, on aura rarement des très bonnes nouvelles en ce moment. Aujourd'hui ne va pas déroger à la règle. On aura une news sur des cartes qui ont été disponibles aujourd'hui. Elles ont bien été disponibles, mais elles ne le sont plus. À des prix plutôt élevés. Mais comme quoi, de temps en temps, il y en a. Une autre news par rapport au limitateur de minage sur les 3060 qui a été contourné. C'est bon, il a enfin, ils ont enfin réussi à le faire sauter et à s'en servir pour miner de la crypto-monnaie sans limitation. Donc ça n'aura pas duré très longtemps malheureusement. Et on finira avec une petite news insolite sur une console dernière génération qui est très peu disponible, mais qui en fait rêver beaucoup. On va pouvoir commencer du coup avec les premières news. Les news hacking. Et on commence avec cette news qui fait écho à des news plus ou moins nombreuses depuis quelques années, depuis qu'on a des systèmes de vidéosurveillance ultra connectés. On avait déjà pu voir avec des caméras de vidéosurveillance plus, comment dire, plus accessibles, plus bas de gamme, plus anodines, où des gens avaient récupéré de nombreux accès à ces caméras parce que les sécurités, notamment les identifiants et mots de passe de configuration n'avaient pas été changés et donc étaient les mêmes que ceux d'origine. Et des personnes avaient eu la mauvaise idée de donner ces accès, tous ces accès depuis un site. Donc voilà, on pouvait aller sur un site et tomber sur des caméras de vidéosurveillance installées un peu n'importe où, que ce soit dans des restaurants, dans des bars, mais aussi chez des gens, enfin un peu n'importe quoi. Ici, c'est un peu différent. On n'est pas sur une erreur où les gens qui l'ont installé ont oublié de changer l'identifiant et le mot de passe de connexion. On est sur quelque chose d'un peu plus pointu tout de même. Mais on parle aussi de caméras qui sont toutes sous le giron de la même entreprise. Une entreprise qui fournit un système de vidéosurveillance par le cloud, c'est-à-dire que les images ne sont pas stockées physiquement mais sont stockées en ligne sur des serveurs à distance. C'est l'entreprise Verkada, c'est une start-up qui fait ça. Et donc ici, 150 000 de leurs caméras ont été touchées. Comment ils ont procédé? Alors, c'est assez compliqué, mais en gros, pour faire simple, imaginez que Verkada a mis sur un serveur qui est accessible depuis Internet des informations confidentielles, notamment l'identifiant et le mot de passe d'un compte admin. Les comptes admin doivent exister, notamment pour faire le support et ce genre de trucs. C'est normal d'avoir ça. Sauf que là, ils l'ont laissé un peu trop facilement disponible, même s'il est censé être caché et tout. Ça reste des hackers, donc ils sont là pour casser les sécurités. Ils ont récupéré cet accès et ensuite, ces identifiants, et grâce à ces identifiants, ils ont pu accéder grâce aux portes dérobées
notamment celles qui sont utilisées pour le support, c'est tout à fait normal hein, qu'il y ait des portes dérobées, c'est pas vraiment le problème en soi, c'est souvent le cas, voire quasi tout le temps le cas, sauf que ici, bah, avoir les identifiants permettant d'accéder en toute légalité à cette porte, et bah ça donne vraiment l'accès plein et total, et ensuite vous avez une entrée de commande et vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez. Donc voilà, ils ont des gens quand même plutôt doués qui ont fait un vrai travail de hacking, malheureusement. Et le plus gros problème, c'est que on a des gros noms qui ont été touchés, tout ça a été rendu totalement public via Twitter, où on a dévoilé par exemple cette photo qui représente un entrepôt de Tesla. Donc voilà, et puis il y a aussi des hôpitaux, plein de trucs dans le genre. Alors qu'on part d'un système qui est à la base sécurisé, compliqué à pirater. Ils ont trouvé un autre moyen en récupérant des accès totalement officiels qui n'ont pas été assez bien sécurisés. Bien sûr, depuis que ça a été rendu public, tous les accès admin ont été suspendus, bien sûr, ils sont pas bêtes, et donc normalement les hackers n'ont plus accès à ces caméras et au système. Ça reste un vrai problème, ça reste une vraie faille. Et là, c'est quand même un peu beaucoup de leur faute, malheureusement, et, et préjudiciable aussi. Donc, c'est dommage pour une idée qui est bonne, l'idée de la vidéo surveillance par le cloud, mais ça a des limites, même si ici les limites ont été montrées par le fournisseur du service, ce qui est quand même plus problématique. On continue toujours avec des hackers ou de la cybersécurité, appelez ça comme vous voulez, en tout cas une triste histoire. Un nouveau centre hospitalier a été touché par un ransomware en France. C'est l'hôpital d'Oloron-Sainte-Marie dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc voilà, même problème que d'habitude avec tous ces ransomware. Il y a eu un accès à ce réseau, on ne sait comment, actuellement. Et une fois que le ransomware est présent, il va partout, il crypte tout, et il vous demande une rançon si vous voulez avoir la clé de décryptage de vos données. Une rançon en général demandée en crypto-monnaie pour que le transfert soit intraçable et qu'ils aient aucun problème. A noter que c'est pas le premier malheureusement en France et que c'est bien trop récurrent ces derniers temps. Ça doit être le troisième en à peu près un mois, un truc comme ça. C'est vraiment tragique quand il s'agit d'un hôpital. Encore une fois, dans le cadre d'une entreprise, on peut se dire effectivement ils vont potentiellement perdre de l'argent, des données et tout, c'est problématique, mais ici on parle de la vie des gens, ce qui est déjà d'une autre ampleur. Donc ils sont relégués aux temps anciens, sans système informatique, en attendant que le problème soit réglé. Comme d'habitude, ils ne vont pas payer, c'est ce qui a été décidé, en tout cas pour les systèmes hospitaliers publics français. Donc ils vont trouver un moyen de récupérer une sauvegarde précédente et de tout remettre en place. Ça reste un gros bordel, ça on est d'accord. Une galère absolue, surtout qu'on ne connaît pas non plus totalement l'ampleur de l'histoire. Ça dépend si ils ont pu être réactifs et enlever un maximum ou couper rapidement le réseau, ou si au final tout a été touché, ça dépend aussi de ça.
et des systèmes internes, des systèmes de sécurité interne. Mais voilà, hein, c'est encore une fois présent en France dans un hôpital et ça pose des problèmes. Il va falloir faire des choses, il va falloir changer des choses, mettre en place des systèmes, former les gens pour que ça n'arrive moins au minimum. Parce que vraiment, pour un hôpital, ça peut être très problématique. Imaginez qu'il arrive des drames et que ça soit la faute de ce ransomware. Ce serait quand même sacrément triste. Salut KitCash. Donc voilà, j'espère que ce sera le dernier cas de ransomware dans un hôpital, mais vu ce qui se passe, vu la récurrence de ces histoires, j'ai peur que ça soit pas le cas. Donc il va vraiment falloir prendre des actions plus poussées, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir 3 hôpitaux par mois qui subissent ce genre d'attaque. On va parler de trucs un peu plus sympas, on va aller un peu dans les étoiles, on va parler de l'espace, mais aussi de la Russie et de la Chine, mais aussi des États-Unis et de l'Europe. Beaucoup de choses. Et de la Lune, et ça, c'est quand même vachement stylé. On sent comme un air de retour à la conquête de l'espace, la course à l'espace, qui a dû être assez incroyable. Malheureusement, je suis trop jeune pour avoir connu ça, mais ça a un côté assez fou de se dire qu'on a envoyé des gens sur la Lune, enfin pas nous directement, mais l'humanité. Et voilà, je suis un peu triste de ne pas avoir connu ça de mon vivant. J'espère que ça arrivera. Et ici, on en parle. Qui en parle? Surtout la Chine. Surtout la Chine qui a décidé de vraiment se lancer dans un projet de conquête de la Lune. Dans un premier temps, bien sûr, l'orbite lunaire. Et ensuite, une base habitée sur la Lune. Donc, grosses ambitions. Après, c'est la Chine. On sait que la Chine peut leur reprocher plein de trucs, moi le premier. N'empêche que quand ils décident quelque chose et qu'ils s'y mettent vraiment, ils y consacrent les moyens et les ressources pour arriver à ce qu'ils veulent. Donc, on peut leur faire confiance. S'ils annoncent haut et fort qu'ils feront ça, il y a moyen qu'ils mettent tout en place pour que ça arrive, hein, clairement. Après, parfois, à des coûts que toutes les nations ne sont pas forcément enclins à payer, mais c'est la Chine, et eux, ils sont encore à un autre niveau. En plus, on vient d'apprendre que la Russie a dit nous on est chaud pour être avec vous. Je vais en parler, ouais. Nous on est chaud pour être avec vous. Donc, la Russie, qui n'est pas non plus n'importe qui dans la course à l'espace, parce que c'était il y a longtemps, mais c'est les premiers, tout de même les premiers à avoir envoyé un homme dans l'espace. C'est pas rien. Donc, et ils ont continué à travailler dessus, notamment en apportant leur effort et leur savoir-faire à la Station spatiale internationale, en partenariat avec plein d'autres nations. Vous imaginez bien que quand la Chine annonce ça et que la Russie dit « Nous, on est avec la Chine, les États-Unis sont là », non mais vous savez, nous aussi on fait des trucs, la Lune, on va envoyer des gens et tout. Croyez-moi, on va très vite entendre un plan pour dire on va faire au moins aussi bien, voire mieux que les Chinois et les Russes. Ce serait très étrange que ça soit de voir le contraire arriver de la part des États-Unis, qui ont toujours été dans cette bataille avec ces pays. Et clairement,
dans la technologie et la course à l'espace, je pense que ils sont chauds pour un round de 2. Je pense bien. Donc c'est très intéressant. Bien sûr, ça va pas se faire en quelques mois, hein. Faut pas non plus rêver. Même si c'est de la Chine qu'on parle, il va falloir du temps. Il prévoit, début du programme 2030 avec seulement des robots et des hommes entre 2036 et 2045. Donc bien sûr, ça paraît un peu loin, mais du coup, ça paraît très plausible. Ça donne vraiment le temps de mettre tout en place, surtout sachant que les Chinois peuvent parfois déroger avec certaines réglementations pour accélérer les choses. Ça leur laisse le temps de vraiment, peu importe ce qui se passe, mettre au point leur truc et suivre sans retard leur planning. L'Europe, nous, parce que nous on a décidé de faire le centre, l'agence spatiale européenne, donc l'Europe, qui eux n'ont clairement ni l'intention ni les moyens de faire ce genre de programme tout seul, impossible. On dit clairement aux Chinois qui seraient bien d'accord pour, bien heureux de les accompagner, mais dans le même temps, j'imagine que au moment où les États-Unis feront leurs annonces, l'Europe sera toujours, si vous avez besoin d'aide, on est toujours là, on peut aider, on peut faire des trucs, on peut accompagner. Nous, on veut bien toucher à tout. C'est compliqué pour nous de mener ce genre de programme. On n'est pas assez encore, on s'est pas encore décidé à se lancer là-dedans. C'est dommage. Après, c'est des programmes qui nécessitent des fonds hors normes. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, ça vaut le coup, mais il faut avoir les moyens. C'est pas une question de est-ce qu'on a envie, c'est plutôt est-ce qu'on a les fonds. Actuellement, non. On a déjà la chance d'avoir un centre européen spatial et de travailler sur plein de programmes liés à l'espace. Mais on est encore loin de pouvoir faire ce genre de plan et se dire nous on va aller coloniser la Lune. J'aimerais bien vous dire que c'est le cas, mais non. Donc il faut bien la jouer pour nous, être dans les bons coups et essayer de croquer un petit peu de chaque gâteau pour ne plus avoir faim à la fin. C'est notre meilleure carte à jouer. Et en général, on joue plutôt bien. On a quand même l'avantage d'avoir des savoir-faire et des gens intelligents et brillants qui travaillent sur certains points. Donc, on arrive à s'incruster un peu dans les programmes. Donc, on devrait y être un petit peu de chaque programme. Enfin, je l'espère. Mais j'ai hâte. Vous savez, l'espace, ça me fait carrément rêver. On continue avec une triste histoire, un incendie dans un data center, et pas des moindres, parce qu'on parle du data center OVH à Strasbourg. Data center plutôt massif, hein. On voit ici une partie seulement. Un incendie aussi plutôt massif. D'un autre côté, vous imaginez bien que des ordinateurs géants qui brûlent, ça doit faire un sacré feu. Après, on peut se poser les questions des systèmes de sécurité. Normalement, ce genre de bâtiment est bourré de capteurs à l'infini. Et ça soit de systèmes anti-incendie, mais capteurs de fumée, de tout ce que vous voulez, hein. Vraiment, c'est bardé de technologie. On ne sait pas du tout pour l'instant à quoi est dû cet incendie. En tout cas, des informations que j'ai pu me procurer au moment où j'ai fait les news, c'est-à-dire dans l'après-midi. Je pense qu'il va falloir un peu de temps pour savoir d'où ça vient. Et il a fallu du monde et du matériel pour arrêter cet incendie. Il a
nécessité une centaine de sapeurs-pompiers et pas moins de 43 véhicules pour l'éteindre. Donc c'est pas le petit incendie où on sort de lance et c'est bon. Non, non, c'était la galère, il a fallu le contenir, le maintenir. Et en plus, il a fallu faire en sorte de protéger les zones qui n'étaient pas encore en feu. Parce qu'en fait, il est composé de, en gros, 4 bâtiments. Et tout n'a pas été impacté. Enfin, tout n'a pas pris feu. Tout a été impacté, mais tout n'a pas pris feu. Justement, grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers. On les remercie d'ailleurs de leur travail. Hein. Franchement, ça doit pas être facile comme métier, donc bravo à eux. Ils ont pu protéger une partie des bâtiments. Alors, on sait que un des bâtiments a été il a totalement pris feu. Apparemment, il a été totalement détruit. On a un bâtiment qui n'a pas été du tout touché. Et après, les deux autres, ça avait l'air d'être un peu plus en. On sait pas trop. Il faut voir. Visiblement, il y a eu de la casse. Ils ont bien sûr tout arrêté. Ah tiens, j'avais même pas vu, mais c'est classé Céveso, donc site à risque. Remarque, pas étonnant. Hein. Encore une fois, essayez de mettre feu à de l'électronique, vous verrez, ça brûle fort et dur. Hein. Clairement, c'est très dangereux. Donc un data center, c'est rien de moins que plein de PC géants entassés. Hein. Donc clairement. Donc voilà, ce que je disais, il y en a un qui a été détruit, un qui n'a pas été touché. Il y en a un qui a été défendu, mais on n'est pas sûr. Et ah mais du coup, ah ouais, non, non, pardon. J'étais en train de me remélanger dans ce que je disais. Mais merci pour. Donc c'est ça. Après, SBG, c'est le nom de leur bâtiment. Ils auraient pu trouver des noms un peu plus sympas. Ce qui est assez fou, c'est de. Parce que ça fasse ce genre d'incendie, c'est pas vraiment étonnant. Encore une fois, ce genre de bâtiment, à partir du moment où il y a le feu, ça m'étonne pas que ça brûle fort et dur. Juste, normalement, c'est ultra sécurisé et blindé de capteurs et de technologies partout pour que ça n'arrive dans aucun monde. Ici, c'est arrivé. Bien sûr, il y a les gens, les complotistes qui sont direct arrivés en disant ça m'a fait un peu rire et du coup je partage ça avec vous. Bien sûr, je n'y crois pas du tout, mais en disant voilà, après s'être prononcé sur Shadow, c'est le destin, le coup du sort qui les frappe. Non, c'est franchement, j'ai hâte de savoir ce que c'est, mais c'est vraiment très dur à comprendre. Honnêtement, on aura des informations. Ce genre d'événement doit être clarifié et on doit savoir ce qui s'est passé. Et normalement, ça sera le cas. Pour l'instant, c'est un peu tôt et vous imaginez bien que l'intervention des pompiers n'aide pas. Quand vous mobilisez 43 véhicules et une centaine de sapeurs-pompiers, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'eau pour contenir ce feu, qui va beaucoup ralentir l'enquête pour savoir ce qui s'est passé, forcément. Mais le principal, c'est qu'il n'y a pas de pertes humaines. Ça, c'est quand même la meilleure nouvelle de cette histoire. Tout ça n'est que du matériel, heureusement. Bien sûr, il y a eu des services impactés toute la journée. OVH est un grand groupe avec d'autres sites, notamment en France, mais aussi dans le monde. Donc, j'imagine qu'ils ont pu répercuter leurs charges sur leurs autres sites pour débloquer les situations. Il y aura sûrement des données de perdues, sûrement. Mais tant que ça reste que du matériel, c'est quand même moins grave. J'imagine que OVH a des assurances pour ce genre de truc. Donc, c'est pas non plus très très grave. Mais vraiment, j'aimerais comprendre. J'espère vraiment avoir le fin mot de cette histoire. Parce que, normalement,
je dis bien normalement, mais tout ça reste purement théorique, dans ce genre de bâtiment, je dis pas qu'il ne peut pas y avoir le feu. Je dis juste qu'on peut pas avoir un feu qui s'étend au point de devenir problématique vu le nombre de capteurs et de sécurité qu'on est censé y trouver. Après, un dysfonctionnement, un acte mal intentionné ou une grande coïncidence malheureuse, ça peut arriver. Donc, on ne sait pas, mais c'est vrai que c'est assez fou, c'est assez difficile d'imaginer que voilà, hein, ça puisse arriver. Mais voilà, heureusement, les sapeurs-pompiers sont là. Et encore une fois, pas de perte humaine, que du dégât matériel. Ça reste la bonne nouvelle. Ça aurait été quand même encore plus dramatique si on avait eu à déplorer des pertes. Ça aurait été vraiment une triste histoire. On continue sur un article qui m'a pour le coup plutôt intéressé, même si je vous avoue que personnellement je n'y ai pas appris grand chose, vu que je suis régulièrement l'actualité. Mais je me suis dit que c'était une bonne idée de le prendre pour synthétiser un peu ces questions sur la pénurie des consoles nouvelle génération et des cartes graphiques nouvelle génération aussi. À noter tout de même que cet article qui est écrit par Le Monde est en fait le jeu des questions-réponses entre un journaliste du Monde et le patron de LDLC. Le patron de LDLC qui vend notamment des cartes graphiques. Ne l'oubliez pas. Donc, il a ses intérêts, il doit défendre ses intérêts, et dans son discours, il défend ses intérêts, forcément, vous imaginez bien. Tout n'est pas à prendre comme la vérité absolue, mais son point de vue est intéressant, et ses propos le sont aussi. Ça ne reste pas, la vérité absolue. Il faut toujours prendre du recul, surtout quand un patron de grande entreprise fait de la communication officielle. Donc, on commence avec la première question qui lui est posée. Sont-elles vraiment introuvables? En parlant de ces fameuses consoles nouvelle génération et cartes graphiques nouvelle génération. Et il répond très justement, tout en l'arrangeant un petit peu, mais tout de même très justement, qu'elles ne sont pas introuvables, qu'elles ne sont juste pas assez disponibles pour être en stock, et que la demande est telle que lorsqu'il y a du restock, le stock ne tient pas plus de quelques minutes, voire quelques secondes, vu la demande sur ce genre de produit. Donc il ne dit pas qu'il y a pénurie, il dit juste que la demande est beaucoup plus forte que la disponibilité. Voilà. Et c'est vrai. Des consoles, que ça soit PS5 ou Xbox Series X, sortent régulièrement toutes les semaines. Je vois passer sur les réseaux sociaux régulièrement des messages disant tel truc a été disponible. Les stocks ne tiennent que très peu de temps parce que beaucoup de gens sont intéressés et beaucoup de gens se jettent dessus dès que c'est disponible. Mais effectivement, il y a des restocks réguliers, c'est vrai, et on ne peut pas dire le contraire. Ce serait mentir que de dire le contraire. Donc il a raison. Et les cartes graphiques, c'est presque aussi vrai, même si les restocks sont moins réguliers que pour les consoles. Les consoles étant aussi des produits vendus plus en masse que les cartes graphiques, tout de même. Mais il y a aussi de temps en temps du restock. Après, ça dépend des références, plus ou moins. Les cartes AMD sont quand même moins disponibles que les cartes Nvidia. Donc il y a un peu plus de différence. À noter que ce n'est pas exactement les mêmes lignes de production. Là où, entre la Xbox et la PS5, on a à peu près la même chose dedans. On continue avec la deuxième question. La deuxième question est comment expliquer cette pénurie? Et là, il explique en disant qu'il y a plein de problèmes.
plus gros problème et cas un peu historique qui ne s'est jamais produit avant, dans ce sens-là historique. On a une technologie de console qui vient empiéter sur les lignes de production, notamment du marché du PC. C'est les mêmes technologies, c'est les mêmes finesses de gravure. On va bloquer des lignes de production pour les consoles qui ne pourront pas servir aux cartes graphiques et inversement. Et là, il pointe un peu du doigt, pas très gentiment d'ailleurs, TSMC, qui, oui, effectivement, portent à eux tout seuls l'essentiel de la production, et qui, pour le coup, effectivement, ont des problèmes, en plus de leurs problèmes à eux, notamment la sécheresse à Taïwan, ce genre de trucs, la pandémie pour tout le monde, la hausse du coût de transport, la rareté en semi-conducteurs, tout ça pose des problèmes. Tout ça pose des problèmes de la prod qui n'est pas plus faible que d'habitude. Non, non, non. Elle est juste déjà au maximum de ce qu'elle peut faire et elle n'arrive toujours pas à satisfaire la demande. Donc, est-ce que ça pose des problèmes? Oui. Est-ce qu'on a les solutions? Pas dans l'immédiat, forcément. Beaucoup de choses sont problématiques et on ne peut pas résoudre tout d'un coup. Mais il faut trouver des solutions. Après, il demande est-ce que c'est déjà arrivé? Non, ce n'est pas déjà arrivé, pas de cette ampleur. Effectivement, là, il y a une corrélation de tout le monde a besoin des mêmes choses en même temps, en masse, et effectivement, peu de gens sont capables de les produire et ils ne sont pas capables non plus d'augmenter, de doubler, tripler, quadrupler leur production du jour au lendemain. C'est impossible. Donc, effectivement, il y a des gens qui sont déçus et qui n'ont pas ce qu'ils veulent. Et les deux dernières questions, combien de temps ça va durer et comment contourner la pénurie? Et là, franchement, pour quelqu'un qui est à la tête d'une grande entreprise et qui doit avoir une vision sur le truc, il nous donne zéro info. Il nous dit ça va durer longtemps et pas plus. Il nous dit pas plus, on sait pas combien de temps, mais juste longtemps. Et comment contourner la pénurie? Il faut attendre, quoi. Donc, pas de solution. Lui n'avance pas de solution. Il pointe un peu du doigt les chaînes de production. Effectivement, c'est là-bas que ça coince. Mais c'est pas comme si eux avaient diminué leur production. Juste, ils sont pas capables d'augmenter leur production x4 comme ça, effectivement. Donc c'est compliqué. On espère que des solutions vont être trouvées. Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, on n'a pas de solution. Donc, on fait comme on nous dit, on attend et on espère que ça va s'améliorer. Et effectivement, cette situation est pesante pour plusieurs secteurs. Et on ne voit pas les éclaircies arriver. Donc, c'est encore plus pesant. On va continuer avec un trailer de jeu. Alors, petit trailer vite fait. Hop, on va parler de le jeu Tale of Arise, jeu de Bandai Namco. Et on va se faire le trailer. Hop. Peggy 12. In ages long past, it was believed that Mother Dana was indestructible and everlasting. That was 300 years ago. The prosperity and bounty of Dana all but disappeared overnight. No pain, no face, no memories. I only know one thing about myself, and that's that I'm a slave. I was born ready. Now can we get this show on the road? But for what? What are you fighting for? To free the Danans from the yoke of their abusive oppressors. To break the shackles of our enslavers. We've got a better chance working together. To live and taste freedom! I may be giving you the sword,
but you still need me to unleash its power. Try not to forget that. Et bah moi non plus, je connaissais pas. Et je suis pas méga hypé. Pas méga hypé, pourtant en général, les jeux Bandai Namco sont visuellement beaux et tout. Et là, j'avoue que j'arrive pas trop à accrocher avec les graphismes. Mais voilà. Et on a deuxième petit trailer du jeu It Take Two de Electronic Arts, je crois. Dr. Hakim, they have to stay together. Ah non, c'est les premiers trucs. You can't just Vraiment give les up. trailers. I wish you could be friends again. What? Are you ready for the roller coaster ride of your life? No. Good. Hey! This world is the result of your broken relationship. If you want to go home, you need to find what you've lost. En vrai, je trouve ça stylé. Is that our old vacuum cleaner? This would never have happened if you hadn't broken it. You promised to fix me! Now you will both die! Man, what happened to my greenhouse? Terrible. That is what happens when you abandon your passion. It gets infected. Wait a minute. You used my chessboard to build your toy castle. Yeah, so what? You never use it anymore? Because I don't have the time. But now you can control time. Come on, Cody! Over here! Hey, look, it's your old binoculars. Oh no. What's the matter with us? All I know is that Rose sat down there with her dolls, and then you two came alive. Oh yes. Non. J'étais où? Doctor, Alive. C'est ça. Non, je veux la fin. Let's keep on going. We got a relationship to fix. But what if we freeze to death first? Use your magnet powers, and the attraction will warm you up, baby. Uh-huh, yeah, you feel that? Kisses, you like? What is wrong with that guy? Et ça, j'ai trop envie d'y jouer. Ça, si je trouve un ami pour jouer avec moi, ça, j'ai trop envie de le faire en stream. Ça a l'air juste trop débarre en coop avec quelqu'un. Du coup, prévu pour le 26 mars, donc très bientôt. Ça me fait trop envie. Le jeu de coop, trop bien. Je suis trop bien. Ça m'a trop hypé. En vrai, la DA, elle est géniale. Hop, je remets la musique. Mais trop. Hein. Mais moi, je suis un enfant. Hein. Franchement, ça avait l'air juste trop débarre. C'est EA. Je sais pas quel studio de EA, mais c'est Electronic Arts. Mais du coup, 26 mars, je verrai. Je verrai, mais franchement, si je trouve un ami pour jouer avec moi, trop envie de le faire en live. Ça a l'air juste trop marrant. On continue avec... Faut pas que je traîne là, parce que sinon je vais être méga en retard. Un jeu qui devient partiellement gratuit, un jeu que je ne connais pas du tout, qui s'appelle Ancestors Legacy. Il devient partiellement gratuit sur Steam. C'est un RTS historique. Alors je sais pas trop comment définir du coup un RTS historique.
Mais vous pouvez l'essayer gratuitement avant de savoir si vous voulez l'acheter. Vous avez une partie des campagnes accessibles. Je trouve que c'est une super technique pour faire découvrir un jeu et permettre vraiment à tout un public qui n'a pas forcément les moyens d'investir dans un jeu sans savoir s'il va lui plaire, de tester et ensuite de savoir s'ils veulent y investir de l'argent. Le RTS, c'est le Real Time Strategy, donc un jeu de stratégie en temps réel. Alors moi, les RTS que je connais, je ne sais pas si ça va ressembler, mais c'est genre StarCraft ou Age of Empires, par exemple, qui sont des RTS bien connus. Je ne sais pas si c'est ressemblant, mais en tout cas, vous pouvez essayer. C'est gratuit, c'est disponible sur Steam. En tout cas, c'est partiellement gratuit. Donc, allez-y, testez, vous me direz. On continue avec cette news qui va aller très très vite. On en a déjà parlé plusieurs fois. Samsung qui a fait l'annonce de SSD format M2 PCI Express 3.0, donc pas la toute dernière génération, mais avec des débits déjà plutôt sympas, 3500 MO secondes en lecture et 3000 en écriture. Donc très très correct. Juste après qu'Intel ait fait le même type d'annonce, vraiment, genre quasiment tel quel. Et là, aujourd'hui, on a les prix qui sont les mêmes que ceux d'Intel au dollar près. Étonnant, pas sûr. Donc voilà, vraiment, ils ont vu Intel partir, ils ont rattrapé en disant hop, 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 nous aussi on a. Pas vraiment étonnant, Samsung, dans les plus gros fournisseurs de SSD au monde. Pas étonnant qu'ils ne laissent pas les gens partir comme ça avec de l'avance. Et ils ont très vite réagi. Ce sera de la qualité. Samsung, c'est ce qu'ils font en termes de SSD. À voir derrière les petits arrangements pour savoir qui sera le moins cher ou s'ils seront vraiment exactement au même prix dans le commerce. Mais je pense qu'ils vont trouver un moyen de se faire une petite bataille et nous, ça nous arrange. On parle ici, par exemple, de 69$ pour 500 Go à des débits déjà très performants. C'est quand même plutôt sympa. 129$ le Tera, plutôt cool. J'ai hâte d'avoir les prix en euros. On continue avec des ventirades. Premier ventirade, un petit, un mignon, un ventirade Be Quiet, le Purock Slim 2 dans sa nouvelle version. Un petit ventirade qui ira presque partout, accessible à un tout petit prix. Il est à 25,90 €, c'est vraiment pas cher. Il n'est pas très grand, il mesure seulement 135 mm. Il pourra refroidir des processeurs qui ne demandent pas non plus énormément de refroidissement, mais pour des processeurs qui ne sont pas overclockés et pas les plus chers du marché, ça ira très bien, jusqu'à 130 watts. Donc c'est quand même très correct, surtout à un tel prix, 25,90 €. Il est pas très grand, donc il sera compatible avec pas mal de trucs. Vous avez le ventilateur Be Quiet de 92 mm dessus, qui est fourni. Tout ça fera pas beaucoup de bruit, les ventilateurs Be Quiet sont top quali, aucun problème là-dessus. C'est hyper sympa, c'est pas cher, c'est du bon matos, ça fera bien le taf, sauf si vous devez refroidir un gros processeur ou quelque chose que vous avez overclocké et qui pour le coup chauffe plus que ce qu'il est censé faire. Mais 26 € pour quelque chose qui marche très bien, qui va aller dans quasiment tout et qui fera pas énormément de bruit, c'est plutôt cool. J'aime bien l'idée. Du Be Quiet à un prix accessible, c'est quand même pas mal. On continue avec un encore plus petit ventirad, mais plus gros. Plus petit, mais plus gros. Il sera moins haut, mais par contre, il est plus massif. Ici, on retrouve le ventilateur au milieu, donc format Dual Tower. Il mesurera seulement 110 mm de haut, donc vraiment très petit. Il a été conçu pour aller dans les boîtiers jusqu'à Mini TX, donc vraiment les tout petits boîtiers. Mais
Par contre, il rigole zéro, hein. Il sera capable de refroidir vraiment des trucs plutôt sympas, hein. On est sur quelque chose qui marche bien. Il sera gros, hein. Il sera gros. On a 150 watts en TDP maximum, donc plus que celui qu'on a vu avant. Il est aussi plus massif. On n'a pas de prix pour celui-là. C'est bien dommage, j'aurais bien aimé savoir. Mais à mon avis, il sera plus cher que les 26 € du Be Quiet. Par contre, celui-là, vous pourrez vraiment quasiment le mettre dans n'importe quel boîtier. 110 mm, c'est vraiment pas haut. Donc ça permet une compatibilité vraiment quasi infinie avec les boîtiers. Et c'est plutôt intelligent. Plutôt intelligent à l'époque où on voit de plus en plus de petits boîtiers, de petites solutions. Ça peut être un bon moyen de refroidir une petite config tout de même puissante. On continue avec les processeurs 11e génération Intel i7 et i9 avec le détail. Alors on va passer direct sur le détail. On a vraiment tous les modèles. Tous les modèles de i7 et de i9, on y voit à chaque fois. Alors le T, c'est une version qui ne consomme pas beaucoup, qui n'est en général pas disponible à la vente aux particuliers, mais réservée aux assembleurs de PC. Donc on voit, vous voyez la différence, c'est ici on a le TDP, celui-là fait 35, et la version K, elle en fait 125, voilà, pour exemple. Donc celui-là dégage 35 watts de chaleur, la version K, on dégage 125 watts. Vous voyez l'idée, en gros c'est des versions moins puissantes et qui consomment moins. Donc qu'est-ce qu'on peut noter? On peut noter les fréquences. Alors, les fréquences, on a ici, cette colonne-là qui est intéressante, qui est la colonne de fréquence turbo, donc maximale, sur tous les cœurs. Donc tous les cœurs en même temps, à noter que tous ces processeurs ont 8 cœurs et potentiellement jusqu'à 16 virtuels. Voilà, ça pareil pour tous, que ce soit les i7 ou les i9. Et donc les fréquences vont, je ne vais pas prendre les T parce que les T ils sont un peu spéciaux, mais sinon ils vont de 4,4 à 4,7 GHz sur tous les cœurs en même temps. Seuls les i9 ont un genre de ultra boost qui permet d'aller encore au-delà de ça, au-delà du boost qui est présent ici sur un seul cœur et au-delà du boost qui est présent ici sur tous les cœurs. Ils ont le Intel Thermal Velocity Boost Technology qui est un boost supplémentaire qui va venir s'appliquer et qui va changer des trucs en fonction de la température. J'imagine qu'il va booster jusqu'au moment où il va atteindre une température limite où là il va arrêter de booster. Et donc il peut atteindre le i9 11900K, donc le plus cher et le meilleur processeur 11e génération qui va sortir prochainement, pour atteindre 5,3 GHz sur un cœur et jusqu'à 4,8 sur tous ses cœurs. En plus de ça, il pourra embarquer de la RAM DDR4 jusqu'à 3200 MHz nativement, sans overclock. Donc voilà. En vrai, ça fait pas non plus rêver. C'est sympa. Est-ce que ça justifie de changer de génération? Pas sûr. Faut vraiment être amoureux du hardware pour se dire il me le faut absolument. Honnêtement, moi je suis pas méga convaincu. Je pense que je serais plus convaincu par les i5 en termes de différence de performance. Les i7 et les i9 un peu moins. Et d'ailleurs on enchaîne avec une news qui me fait toujours beaucoup rire. Bah du coup, hop. Où on dit voilà, le nouveau i9, il est le king of the gaming, donc le meilleur processeur pour jouer à des jeux vidéo. Et là, bah comme d'habitude, hein, faut arrêter de dire n'importe quoi. On s'en fiche en fait. On s'en fiche, c'est un processeur qui va coûter une blinde. Il va avoir 8 cœurs. C'est pas les processeurs qu'on achète pour faire du jeu vidéo. Donc ouais, il va peut-être gagner un petit peu parce qu'il est censé être plus performant pour chaque gigahertz. Pour chaque tour d'horloge, il est censé être plus performant. Donc,
oui, il sera plus performant. Après, franchement, gagner en gros 10% de gains, dépenser autant d'argent pour avoir 10% de gains supplémentaires, c'est carrément de l'overkill. Et là, on nous montre, ça aussi, ça me fait rire, par rapport à un Ryzen 9 5900X, qui lui a 12 cœurs, je crois. Je me trompe pas, il doit avoir 12 cœurs. Et on nous dit, voilà, il fait mieux que ce Ryzen 9 avec 12 cœurs. Mais normal, aucun jeu va aller chercher les 12 cœurs du Ryzen 9. Aucun. Aucun n'a besoin de 12 cœurs. Franchement. Même Microsoft Flight Simulator, qui est pourtant réputé pour être ultra demandeur en performance, il n'ira pas chercher les 12 cœurs du... Donc, c'est ok. Enfin, ça ne change rien. Donc, ces informations sont purement marketing. Ne vous laissez pas avoir. Si vous utilisez un i9 pour du jeu vidéo, déjà, c'est un peu étrange. Sauf si vous l'avez eu pour pas cher. Dans ces cas-là, vous avez bien raison. Mais ne vous dites pas, il faut que j'aille chercher le dernier pour avoir des meilleures performances. Vous ne verrez pas la différence. Ne vous faites pas avoir, s'il vous plaît. On continue avec cette petite news qui va être très très rapide aussi. Ces modèles de cartes, donc on a ici une 3060 Ti, une 6800 XT, une 3080 et une 3090 ont bien été disponibles pendant quelques minutes aujourd'hui, mais ne le sont plus. Et ce, à un prix plutôt élevé. Vous voyez ici la 3060 Ti à 900 €, la 6800 XT à 1300, la 3080 à 1400 et la 3090 à 2600. Ça me fait très mal de lire ces prix. On va passer à la suite. Suite qui ne fait pas du tout rêver non plus. Le limitateur pour les 3060 sur le mining a été contourné. Il aura tenu 13 jours et voilà, il ne sert plus à rien parce qu'ils savent comment l'enlever. On aurait apprécié avoir un travail peut-être plus sécurisé de la part de Nvidia, même si on sait que voilà, les gens qui essayent de lever ces limitateurs sont doués et allaient y arriver dans tous les cas. Franchement, 13 jours, c'est quand même pas beaucoup. Ils auraient pu trouver un moyen de faire un truc vraiment... Pas avec une sécurité à 100%, encore une fois, ce n'est pas possible, mais juste beaucoup plus chiant à débloquer. Juste beaucoup plus chiant à débloquer, juste plus long, pour laisser un peu de temps aux lignes de production et aux gamers pour acquérir leur 3060. Donc, oui, on savait que ça allait arriver, mais honnêtement, je pensais que ça allait mettre un peu plus de temps que 13 jours. J'espérais au moins 1 mois, voire 2 mois s'ils avaient fait vraiment du bon travail, histoire de laisser souffler un peu les stocks. Mais voilà, 13 jours, c'est quand même pas beaucoup. Un peu triste, mais bon, c'est la vie. Et on finit avec la dernière news, petite news insolite. Vous qui n'arrivez pas à acheter une PS5, et ben il y a quelqu'un qui l'a acheté, qui l'a complètement démonté. Et quand je vous dis complètement démonté, c'est la vérité totale, vraiment complètement. Et qu'en a fait une version bien plus stylée, qui est ici, version avec un circuit de water cooling à la place du circuit de refroidissement par air inventé par Sony. Donc voilà, il a tout démonté, vraiment tout démonté, et il a fait son petit machin, et petite plaque custom, ça tourne du feu de Dieu. C'est plus fin, qu'une PS5 forcément, parce que circuit de refroidissement liquide, c'est ultra compliqué à faire, et honnêtement, à l'heure actuelle où réussir à acheter une PS5 est déjà un sacré exploit en soi, c'est quand même un peu couillu de se dire que je vais la démonter et potentiellement la casser. Mais c'est ultra stylé, ne faites pas ça chez vous si vous avez réussi à acheter une PS5, juste utilisez-la et soyez heureux d'avoir pu en acheter une. Mais c'est vraiment très stylé, il y a des gens qui font des trucs vraiment stylés, faut être un petit bricoleur de génie et avoir un petit côté savant fou aussi.
Mais bah moi j'apprécie forcément. En plus c'est pas ma PlayStation, donc forcément j'apprécie. Et voilà qui conclut notre point actu hardware d'aujourd'hui, qui était plutôt long, mais beaucoup de news. Donc voilà, on traite de l'actualité, c'est comme ça. J'espère que vous avez apprécié au moins autant que moi. Et comme d'habitude, vous pouvez faire vos retours. Je lis tout et je réponds à tout avec grand plaisir. On se retrouve demain pour la suite de l'actualité. À demain!